Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre Devigneau. Le journal, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. Opération déminage, annonce du Premier ministre ce matin avec une super prime pour changer de voiture. Interview du président ce soir. Le pouvoir met tout en œuvre pour calmer la grogne avant la révolte des Gilets jaunes prévue samedi. Le détail des mesures dès le début de ce journal. Terrible affaire de pédophilie dans la Nièvre. 8 adultes ont été mis en examen. Les victimes présumées ont entre 4 et 9 ans. Leurs propres parents font partie des suspects. Et puis nous vivons aujourd'hui un tournant de l'histoire européenne. Un accord a été trouvé sur le Brexit entre Bruxelles et Londres, mais Theresa May doit encore convaincre son propre camp. Journée décisive pour l'Europe. Europe 1. Des mesures pour éteindre le feu. 3 jours avant le blocage du pays promis par les Gilets jaunes, le Premier ministre vient d'annoncer chez nos confrères de RTL plusieurs dispositifs afin de compenser la hausse des prix du carburant. De quoi s'agit-il, Anne-Laure Jumet ? Alors, d'abord, pas de changement de cap. La taxe carbone et les taxes sur le diesel et l'essence restent inchangées, mais des mesures pour répondre effectivement à cette grogne. Et le Premier ministre le dit, nous avons entendu le besoin exprimé par les Français d'être accompagnés dans cette transition. C'est ce qu'il explique. Alors, ça passe effectivement par plusieurs mesures. La prime à la conversion pour échanger un vieux véhicule diesel ou essence contre un véhicule moins polluant. Eh bien, 1 million de primes seront distribuées d'ici la fin du quinquennat. C'est un doublement de ce qui était prévu. Et il y aura effectivement donc une surprime pour les 20% de Français les plus modestes. De 2 000 €, le chèque passera à 4 000 € pour l'achat d'un véhicule d'occasion. L'exemple donné par... plus modestes, mais aussi qui roulent beaucoup. Il faudra rouler plus de 60 km. Il y a 2 mesures. Ouais. Les plus modestes, le Premier ministre prend un exemple. Un couple de Français au SMIC avec 3 enfants sera concerné. Il y a également une mesure pour les grands rouleurs, ceux qui font beaucoup de kilomètres. Là, le système d'indemnité kilométrique va être élargi pour les petites cylindrées. Voilà le package pour les automobilistes, avec en plus une défiscalisation des chèques carburant proposés par les régions ou des aides au covoiturage. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule région qui le fait, ce sont les Hauts-de-France, mais le gouvernement espère que d'autres régions suivront ce dispositif. Ça, c'est pour les automobilistes. Que propose le gouvernement pour le chauffage à la maison ? Alors, le dispositif porte sur le chèque énergie qui est réservé aujourd'hui aux plus modestes. Ça va continuer, mais ce chèque va être porté à 200 €. Ça, c'était prévu. Il est de 150 € aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est que la cible va être élargie. Aujourd'hui, ça concerne 3,6 millions de Français. Demain, ça concernera 5,6 millions de Français. Voilà, on élargit un petit peu la cible à des ménages imposables, mais qui restent avec de faibles revenus. Au total, ce paquet de mesures présenté ce matin par Édouard Philippe coûte 500 millions d'euros. Un demi-milliard d'euros pour calmer la grogne des Gilets jaunes. Est-ce que cela suffira ? Nous verrons samedi. En tout cas, c'est ce qu'espère l'exécutif qui se démultiplie aujourd'hui. Oui, même si Édouard Philippe dit la loi s'applique concernant les blocages de route qui seront sanctionnés, en écho à ce que disait Christophe Castaner hier. David Doucan, donc Emmanuel Macron sera ce soir en interview à 20h sur TF1. Pardonnez-moi. Un entretien depuis le porte-avions Charles de Gaulle où le président passera la nuit. Il parlera donc toujours pouvoir d'achat, mais aussi défense. Il abordera la question de la construction d'un second porte-avions, un chantier estimé à 5 milliards d'euros, dont la phase d'étude a d'ores et déjà été lancée. Et puis, la présidente du Rassemblement national, qui a bien l'intention de profiter du mouvement des Gilets jaunes, s'exprime ce matin dans la presse. Marine Le Pen éreinte le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qu'elle juge tout simplement incompétent. Et maintenant, David, cette terrible affaire de pédophilie révélée hier dans la Nièvre. Oui, la justice a mis en examen 8 personnes, les parents de 4 petits garçons âgés de 4 à 9 ans et 6 autres adultes, des hommes et des femmes. Ils sont accusés de viol et d'agression sexuelle infligée à ces enfants, probablement pendant plusieurs années. Écoutez Paul-Édouard Laloy, le vice-procureur de Nevers, au micro de Pierre de Cossette. Les 4 enfants mettent en cause respectivement leurs propres parents et d'autres adultes qui gravitent dans l'environnement amical de leurs parents. Pour des faits à chaque fois qui se seraient passés dans un huis clos familial total, sans aucun témoin extérieur aux scènes et sans aucune possibilité, notamment pour le voisinage, de s'imaginer que de tels faits pouvaient se passer. On est dans un milieu très carencé. Sur les 8 adultes, un seul avait un travail au moment de son interpellation la semaine dernière. Majoritairement des personnes sans emploi, vivant des minima sociaux, avec effectivement d'importantes carences sociales, sanitaires. Et tout cela s'est traduit effectivement par
les carences éducatives constatées chez les enfants. Le vice-procureur de Nevers au micro européen de Pierre de Cossette, Paul-Édouard Laloy. Également les suites du drame de Marseille. Oui, on rappelle que l'effondrement de 2 immeubles en plein centre-ville a coûté la vie à 8 personnes. L'enquête judiciaire s'accélère. Des perquisitions ont été menées hier dans les services municipaux et chez le bailleur Marseille Habitat. Une manifestation des riverains est prévue ce soir. Le cortège doit arriver sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. La pression monte sur la mairie. Nathalie Chevance. Qui savait qui sont les responsables? Les enquêteurs de la PJ sont notamment repartis de la mairie avec des ordinateurs et différentes pièces liées aux arrêtés de péril pris ces dernières années. Pour l'instant, pas de garde à vue, mais déjà beaucoup d'auditions dans les services municipaux, auprès des bailleurs sociaux, des experts, des syndics, des propriétaires, dont un ancien conseiller régional LR. Une accélération de la procédure alors qu'ils sont des centaines de Marseillais directement concernés, évacués de chez eux dans l'urgence, parce que leur immeuble présente aussi un risque. Tous attendent des explications. Maître Joya, avocat au barreau de Marseille, reçoit depuis 8 jours leur doléance. Si les Marseillaises et les Marseillais craignaient que l'affaire s'endorme, ils doivent être soulagés. Je pense que les enquêteurs vont tracer l'information qui aurait dû alerter et qui a été mise de côté. À quel moment les élus étaient en capacité de savoir et n'ont pas agi. Mais j'ai peur qu'en réalité, ils ne soient confrontés à une culture qui sévit à Marseille depuis un demi-siècle, qui est la culture de l'indifférence. Et la colère contre le maire et ses services risque de se manifester violemment ce soir sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Europe 1. À suivre dans le journal de David Doucan, nous allons vivre aujourd'hui une journée décisive pour l'Union européenne. Un accord sur le Brexit a été trouvé, mais rien n'est fait. Vous verrez, à tout de suite. La suite du journal David Doucan, un accord a été trouvé entre Bruxelles et Londres sur le Brexit. Oui, et nous rejoignons d'ailleurs tout de suite notre spécialiste des questions européennes, Isabelle Horry. Vous êtes à Bruxelles. La principale avancée de ce texte, Isabelle, c'est qu'il propose une solution au problème qui fait capoter les négociations depuis des mois, la question de la frontière irlandaise. Et oui, un point crucial, parce que le retour d'une frontière raviverait les tensions entre catholiques et protestants sur l'île. Pour éviter ça, le compromis trouvé prévoit que Londres reste dans ce qu'on appelle l'union douanière. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle douanier entre les deux Irlandes. Mais ça veut dire aussi que pour le commerce avec le reste du monde, le Royaume-Uni sera toujours considéré comme un pays de l'Union européenne. Impossible donc pour les Britanniques de conclure des accords de libre-échange à part avec les États-Unis ou la Chine. Or ça, c'est important, c'était justement ce dont rêvaient les partisans du Brexit. Oui, effectivement, Isabelle, écoutons la réaction à chaud du premier des Brexiteurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. Il est logiquement et tout simplement furieux. Ça ne pouvait pas être pire. Nous allons rester indéfiniment dans l'union douanière et donc nous ne pourrons pas conclure d'accord de libre-échange avec d'autres pays, ni reprendre le contrôle de nos lois. Nous serons soumis aux lois de l'Union européenne sans participer à leur élaboration. C'est la catastrophe. Et le problème, David, c'est que plusieurs ministres au sein du gouvernement de Theresa May partagent l'opinion que nous venons d'entendre. Oui, et cela pourrait bien tout faire capoter. Pour comprendre, prenons maintenant la direction de Londres. Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Rien n'est fait, Anaïs, parce que en réalité, Theresa May va maintenant devoir convaincre sa propre majorité, c'est bien cela ? Oui, et le moment de vérité sera cet après-midi lors d'une réunion épreuve de force où elle va demander le soutien de ses ministres. Selon la presse britannique, une poignée d'entre eux serait très réservée. Leur soutien est crucial, mais pas suffisant. Le projet d'accord devra également recueillir une majorité à Westminster, au Parlement britannique, dans les semaines qui viennent. Et ça, pour l'instant, ça paraît impossible, vu le tollé qu'il a suscité hier chez de nombreux députés. Alors même avec l'appui du cabinet aujourd'hui, les compteurs pourraient être mis à zéro d'ici Noël à Londres. Merci Anaïs Cordoba pour ces explications qui posent bien les enjeux de cette journée décisive. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Allez, on va quitter Londres, David, pour les planches du théâtre Marigny à Paris. Oui, et il rouvre ce théâtre ce soir, après 5 ans de travaux, avec une comédie musicale, Peau d'âne, l'adaptation du film de Jacques Demy. Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1 a assisté hier soir à la répétition générale. Magique ce spectacle, tout d'abord pour la musique de Michel Legrand, avec évidemment la fameuse chanson de la recette du cake d'amour. Préparez votre pâte.
Magique aussi le décor dans lequel se déroule toute l'histoire, une profonde forêt d'arbres au feuillage vert formant une arche au-dessus de la Seine. Magique les costumes, ceux de peau d'âne bien sûr et ses robes chatoyantes couleur du temps de lune et de soleil. Magique l'arrivée de la marraine avec des grappes de lilas descendant des cintres. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. Magique le moment où le prince et peau d'âne chantent leur amour suspendu dans les airs. Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs? Hier soir, les premiers spectateurs sont tombés sous le charme de ce spectacle qui est mieux qu'une copie du film de Jacques Demy. Son épouse, Agnès Varda, elle aussi a été conquise. On est ému. Ça prouve que c'est une œuvre qui est résistante. C'est beau. L'adaptation du magnifique film de Jacques Demy, Peau d'âne, donc au Théâtre Marigny dès ce soir. Merci, c'était le journal de David Doucan.